La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, le graffiti des fêtes est à vos portes. On est dans un monde en changement, mais souvent des changements cosmétiques et pas toujours sur le fond. Là. Si on regarde les problèmes qui assaillent notre société, là, on refait l'histoire un peu. Ouais, hein. Percé, le veto du maire renversé. Pour transmettre la lettre. Parce que aussi j'affirme ma volonté et ma solidarité envers les citoyens et membres du conseil municipal de la ville de Percé. Hiver, fêtes et recyclage, comment bien s'y prendre? En général, pour le temps des fêtes, on aimerait que la réduction, je reviens toujours à même cassette, réduire. Alors, utiliser de la vaisselle réutilisable, des vraies nappes plutôt que des nappes en papier. Oui, ça va au recyclage, la nappe en papier, mais idéalement, on utilise une vraie nappe, peut-être des vrais ustensiles de vraie vaisselle. Athlétisme Québec en visite à Grande-Rivière. Au niveau de l'athlétisme, on a un bon club. Je pense que c'est super. On travaille peut-être éventuellement pour recueillir des compétitions régionales. Donc moi, aujourd'hui, de voir qu'on a quelqu'un d'Athlétisme Québec qui est ici, venir constater de tes propres yeux comme quoi que notre infrastructure, effectivement, est adéquate, puis à rapport pour éventuellement peut-être organiser des compétitions ici. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le graffiti des fêtes revient en force, rempli de récits inspirants et d'analyses captivantes. Quels enjeux et histoires marquent cette édition spéciale? De l'exploitation de la pouzzolane à Dalhousie aux 50 ans de Cinébobine, Gilles Gagné, co-rédacteur en chef, nous dévoile les coulisses d'un journal enraciné dans la Gaspésie. Comment va le graffiti? Graffiti va assez bien dans les circonstances, c'est-à-dire les circonstances étant un monde médiatique en pleine tempête, j'ose le dire. Les revenus publicitaires sont toujours, en général, sont toujours à la baisse un peu partout. Le monde des médias tente de trouver des solutions innovatrices pour s'en sortir. Et Graffiti fait pas exception, mais on publie 6 journaux par année, c'est une petite équipe, on y va à la mesure de nos moyens, mais je dois dire qu'on n'est pas... euh, il y a toujours des inquiétudes sur le plan financier, mais présentement, la situation de Graffiti est quand même assez stable, je vais dire. Est-ce que c'est juste de dire que, on dirait que comme il y a comme une grosse autoroute qui s'en va vers c'est déjà là en place depuis longtemps, là, mais vers la numérisation, le numérique et tout accès à l'écran, qu'il y a comme une tendance à vouloir revenir à la structure papier physique, déjà pas forcément juste par nostalgie, mais parce que on réalise que des fois on est allé peut-être un peu trop loin. Est-ce qu'on peut ressentir un peu ce retour aussi dans le journal papier? J'en parlais déjà avec des libraires, les gens ont le goût de retourner aux livres. Je pense à ça parce que j'en vois plein derrière toi, mais en même temps, je pense aussi aux gens qui veulent manipuler le journal versus une tablette. Ah, ben, il y a plusieurs raisons, hein. Quand on manipule quelque chose de tangible, euh, parlons des revenus publicitaires, par exemple, les publicitaires eux-mêmes, les compagnies qui réservent de l'espace sont prêts à payer 3 fois plus quand il s'agit d'une publication physique et non pas juste sur un écran. C'est à peu près ça le rapport. L'autre élément, il est presque pédagogique. Plusieurs études psychosociales révèlent qu'on retient à peu près au moins 25% plus d'informations ou 20-25% plus d'informations quand on le lit sur un support physique par comparaison à l'écran. Donc là aussi, il y a peut-être un avantage. Puis de plus en plus, on se rend compte qu'écologiquement parlant, en raison des énormes quantités d'énergie qui sont sollicitées par des serveurs informatiques,
Le papier n'est peut-être pas désavantageux ou désavantagé sur le plan écologique. Donc, toutes ces considérations-là finissent peut-être par jouer dans le retour, un certain retour vers le papier ou à tout le moins l'ancrage qu'ont certains médias, dont Graphici, à un support papier. Je sais que aujourd'hui on consomme l'information, c'est vraiment l'instantanéité, pardon, pour dire que ça s'en vient tellement vite l'information aujourd'hui. Quand j'ai un exemple, je suivais les élections américaines, quasiment seconde par seconde, tu pouvais voir de tonnes de médias envoyer de l'information sur Ouais. différents supports, dont X et d'autres. Puis je sais que le Graphici vous avez comme un angle qui est quand même assez différent. C'est comme aller Ouais. chercher, quand on lit vos chroniques ou vos sujets, c'est comme quelque chose qui me semble pas forcément intemporel, mais quelque chose qui peut aller aller taper en profondeur. J'imagine que c'est un choix de rédaction de faire ça. Oui, c'est absolument voulu. C'est même dans notre mandat, c'est même dans notre charte. Je pourrais résumer ça par deux ou trois mots. Ou quatre, assoyons-nous et réfléchissons. Tu sais, c'est un peu l'approche qu'on a adoptée il y a plusieurs années, en fait, dès le début du journal en l'an 2000. On était le journal culturel, on est devenu généraliste en 2006, si je me souviens bien. Donc 18 ans, presque 19 ans de mandat généraliste. Et bon, ça veut pas dire qu'occasionnellement, on donne pas dans le plus léger. Ce sont pas toujours des textes de 1500, 2000, 2500, 3000 mots, mais on pense qu'il y a encore une place pour ça. Puis les lecteurs nous le disent aussi généralement. Donc, mais on s'adresse à tout le monde. Sauf qu'on essaie aussi de convaincre la plus grande partie du lectorat possible que il faut s'asseoir puis aller un peu plus en profondeur. On est tellement, comme tu le dis, bombardé d'informations fragmentaires, sans remise en contexte. Ben nous, on essaie je pourrais dire de rattacher les fils qui manquent, là, de faire en sorte que le sentier soit un peu mieux éclairé. Mais c'est sans prétention qu'on le dit, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, parce que je me suis déjà surpris, moi, tu peux attraper un graphicide il y a 2, 3 ans, l'ouvrir et puis aller lire une chronique ou un sujet et puis juste, dans le fond, s'intéresser à quelque chose qui est souvent encore toujours existant ou qui est toujours une réalité de notre vie, tout ça, sans que ce soit forcément une information qui est consommée puis après n'a plus sa place vraiment des fois dans le décor, là. Oui, c'est le but. Même il m'arrive des fois euh, de on ne fait pas toujours à la mesure de notre goût, mais on essaie aussi d'aller voir des fois un dossier qui a été touché il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Puis je relis donc des vieux articles de Graphici. Puis je me surprends aussi à trouver que finalement, ben, pas que les contextes changent parfois, mais que l'information est encore pertinente parce que on est dans un monde en changement, mais souvent des changements cosmétiques et pas toujours sur le fond, là. Si on regarde les problèmes qui assaillent notre société, là, on refait l'histoire un peu. Ouais, hein. Oui. Mm. Puis peut-être une dernière question avant qu'on aille dans le détail justement du graphici du temps des fêtes. Une question qu'on n'avait pas abordée des fois dans d'autres entrevues parce que c'était peut-être moins dans le temps. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous, entre vous, les journalistes, peut-être principalement du graphici, vous abordez ces sujets de ces nouvelles applications qui s'en viennent, qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, ou les Mhm. chat GPT de ce monde, qui peuvent te pondre ou te corriger ou Ouais. te changer tes affaires. Enfin bref, pour dire que ça va vraiment loin aujourd'hui. Des fois, je fais des tests avec, c'est quand même assez hallucinant comme Ouais. technologie. Toi, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est comme un outil du futur, quelque chose vous allez devoir incorporer ou pas, ou peut-être c'est déjà fait? Non, ce n'est pas fait. Puis je te dirais que présentement, moi, je suis pas très impressionné par le résultat de. J'ai un ami qui l'a fait pour moi, qui a dit, qui a demandé à ChatGPT de concevoir un texte à la Gilles Gagné, là, je le dis sans prétention, sur un sujet X. Et bon, le texte se tenait dans la forme, mais sur le fond, c'était pas catastrophique, mais moi, je suis un gars de détail un peu, puis je pense
à la quatrième ou à la cinquième ligne, j'ai arrêté la lecture. J'ai dit non, non, si tu veux que je reste de bonne humeur pour la journée, là, il faut que j'arrête de lire ça parce que je trouvais ça à la limite un peu insultant. Donc, on n'est pas là encore. Puis, j'aime bien dire que le cerveau humain est encore utile, puis il va Oui. rester utile encore longtemps à Graphici. Comme outil de recherche, peut-être que ça deviendra nécessaire. Mais pour la rédaction elle-même, je vois vraiment, vraiment pas comment. Il y a des tests, il y a des journalistes, des chroniqueurs qui ont fait des tests avec ChatGPT et c'est en matière de véracité, c'est catastrophique. La plupart du temps, il y a des éléments fondamentaux dans le texte qui sont sans queue ni tête. Donc, beaucoup d'améliorations à apporter de ce côté-là. Puis, comme je te dis, j'ai tendance à penser que les cerveaux des êtres humains sont encore utiles. Mm. Mais venons-en justement à à la nouvelle parution du Temps des Fêtes. Qu'est-ce que vous nous proposez, sans forcément tout vendre, mais en même temps de nous dire un petit peu tes coups de cœur ou qu'est-ce que vous allez nous proposer pour ce journal? Ben, je commence dans mes coups de cœur et ça aussi je le dis avec sincérité. Il y a des textes qui ont été j'en ai fait un certain nombre là, et mon collègue Jean-Philippe Thibault aussi, mais on a eu d'agréables surprises dans les textes qui sont entrés des autres chroniqueurs ou journalistes. Je pense notamment au texte de Camilla Buenastado Pilon qui a fait un qui, elle est chercheuse, elle aime le détail, Camilla, puis elle est allée voir les métiers des femmes au 19e siècle, à partir des recensements, si ma mémoire est bonne, de 1861 jusqu'à 1891. Et ça donne des résultats vraiment intéressants. Elle le fait surtout du côté sud de la Gaspésie, dans la circonscription de Bonaventure. Mais ça donne une idée aussi des préoccupations de l'époque. C'est une recherche qui est vraiment significative. Puis ce qu'elle nous propose aussi, c'est de le faire pour le 20e siècle dans le numéro de février de Gapsi, mais on va en rester au numéro de novembre-décembre. Mm. Donc ça a été vraiment, j'ai lu ça avec un grand intérêt. Puis je pense que les gens aussi vont, dans le choix des termes, dans les préoccupations, l'âge des femmes quand elles exerçaient un métier, souvent avant d'être mère de famille. On est vraiment dans un tout autre monde. Julie Reed-Forget aussi, notre chroniqueuse environnement, s'est penchée sur les problèmes qui sont qui durent depuis des décennies en matière de dynamique de transport en Gaspésie, à quel point ça handicape nos efforts de redressement démographique. Le fait que, bon, on ait un autobus par jour, que le train, on attend toujours après le retour du train, que les billets d'avion soient à des seuils parfois stratosphériques et même les billets à 500 $, qui sont pas accessibles pour tout le monde et qui ont, dans le temps aussi, donc, on peut pas les utiliser 20 fois par année. Tout ça fait que ça grève un peu la capacité de la Gaspésie d'attirer des gens. On en attire, mais on pourrait en attirer beaucoup plus si on avait des modes de transport fluides pour les passagers, fluides, abordables. Euh, donc, ça, c'est aussi un texte puis c'est une recherche considérable, là, notamment le prix que les gens doivent débourser pour voyager à l'intérieur des limites du Québec, mettons, entre la métropole et la Gaspésie. Euh, Alain Boudreau, notre chroniqueur loisir, a poussé un peu ses connaissances dans le monde municipal. Il nous en fait bénéficier, en fait, en écrivant un texte sur les budgets participatifs. On le voit, là, une part de plus en plus importante des municipalités adoptent ce genre d'exercice pour faire participer la population à des projets généralement assez limités dans le budget et aussi qui sont marqués par certaines caractéristiques. Là. Il faut que ce soit des projets relativement autonomes, qui ne nécessitent pas d'embauche de personnel et tout ça. Bon, mais il nous fait comprendre un peu pourquoi on en voit davantage. Ça a été dans les belles surprises. Si j'en reviens à des textes auxquels j'ai participé, euh, j'ai eu une idée, un flash l'été dernier. Je, je suis le sport jusqu'à un certain point, j'en pratique un peu, puis je m'étais dit, si on devait fonder un temple de la renommée du sport en Gaspésie, qui en ferait partie?
Et mon collègue Jean-Philippe Thibault, mon collègue co-rédacteur en chef, est embarqué là-dedans à pieds joints lui aussi. Puis on arrive avec une première mouture, à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 noms d'athlètes qui pourraient en faire partie. Bon, on s'est rendu compte qu'il y a un déséquilibre quand même favorable. Il y a un penchant pour le hockey, c'est le sport national. On a plus d'hommes que de femmes cette fois-ci, mais on aura un suivi dans le journal de février. Mais on a déjà des commentaires qui rentrent, puis en général, c'est plutôt positif. L'idée, d'abord, mais aussi les gens qu'on a proposés, puis il y a des lecteurs qui découvrent des sportifs d'un autre âge. Mais il faut pas remonter. Ben, moi, j'ai un certain âge aussi, mais il faut pas remonter très très loin pour avoir des rappels, se souvenir que un tel a joué Jude Drouin, par exemple, qui est natif de Mont-Louis, a joué dans la Ligue nationale pendant plusieurs saisons, a été une carrière très fructueuse. Euh, mais on a étendu à d'autres sports moins conventionnels ou moins professionnels, mais où les exploits sont aussi très impressionnants. Mm. C'est, Bon, on a notre section culturelle aussi qui est assez bien étoffée là, cette fois. Puis voilà, ben j'ai J'ai fait mon vu, éditorial. j'ai vu Oui, aussi que dis-moi, vous Marc. avez couvert le, le, le sujet du Puzolan à Dalhousie, là, quand même, qui est Ouais. quelque chose dont on entend de plus en plus parler de par chez nous. Oui, effectivement, ben c'est une question qui est fondamentale. Même si la mine projetée est au Nouveau-Brunswick, est située au Nouveau-Brunswick, elle est vraiment un jet de pierre là, de la péninsule de Miguasha, à peu près 3 kilomètres en ligne droite. Un impact potentiel parce que il y aurait du dragage nécessaire pour augmenter la capacité du port de Dalhousie. La question est assez fondamentale aussi parce que c'est encore le modèle extractiviste qui semble prendre beaucoup de place. On l'a fait dans le passé, pas toujours avec des résultats probant. Et faut pas oublier qu'il y a un projet de revitalisation de la mine de Murdochville, de relance de la mine de Murdochville euh, sur lequel les Gaspésiens devront se pencher dans un avenir prévisible. C'est une question d'années, mais l'exploitation de pouzzolane en Andalousie est aussi une question d'années. Il reste tout l'exercice d'évaluation environnementale à faire. Donc, c'est une question qui est lancée comme ça. Je l'ai fait en éditorial. J'ai eu la chance dans le passé de travailler du côté néo-brunswickois de la baie des Chaleurs, au tout début de mes années en journalisme. Donc, c'est un territoire que je connais assez bien. J'ai encore des copains de ce côté-là. Et j'ai suivi, dans la mesure du possible, l'évolution du projet depuis le mois de juillet, même si c'est un projet qui est dans les cartons depuis à peu près 2 ans et demi. Donc, c'est à voir. Il- c'est un projet qui pose des questions fondamentales, même s'il n'est pas situé en territoire gaspésien. Alors du coup, pour avoir accès à tous ces sujets-là, je sais que normalement c'est un journal qui va être distribué dans les maisons, c'est bien ça, mais je Oui. sais qu'on peut le trouver des fois aussi, comme des fois à certains endroits. Avez-vous des zones où on peut, où c'est juste en distribution par la poste? Ben, la distribution par la poste est la principale est le principal canal euh, je pourrais dire pour joindre les gens. Euh, il y a les commerces qui vont l'avoir aussi de plus en plus. On a ajouté les commerces à notre liste de distribution. En ligne, pardon, graphici.ca. Le contenu est disponible depuis vendredi dernier. D'ailleurs, j'avais déjà des commentaires vendredi soir avant la distribution par voie postale. Donc, et là, il y a une grève de la poste présentement au Canada. Donc, il y a des exceptions. Je dois dire en toute ignorance de cause que j'ignore si Graphici, le journal, fait partie des exceptions des journaux qui sont distribués, des journaux ou des documents qui sont distribués tout de même. J'ai des doutes. Je pense que ça se limite à peu près à certains types de paiements du gouvernement, mais voilà. J'espère que les gens sont patients parce que normalement, ils devraient être dans les boîtes postales au moment où on se parle. Mais il est possible qu'il y ait un petit délai. Pour les gens qui ont moins de patience, entre guillemets, le contenu est disponible sur graphici.ca. Merci beaucoup, Gilles, pour ton temps. C'est moi qui te remercie, Marc. C'est toujours apprécié. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
La boutique Les Jardins Fleuris de Pabeau est prête pour le temps des fêtes. Encore une fois cette année, la boutique du 14 rue Hamilton à Pabeau est ouverte avec un superbe choix de décorations de Noël et d'idées cadeaux pour toute la famille. Venez vous procurer l'ensemble de vos décorations de Noël chez nous et profitez de l'occasion pour choisir votre magnifique sapin de Noël naturel. On vous attend, ce sera un plaisir de vous rencontrer. Le veto du maire de Percé, Daniel Leboeuf, a été renversé le 13 novembre dernier par le conseil municipal en séance extraordinaire par une large majorité, soit 7 contre 1. Ainsi, une lettre en lien avec le rapport de juillet dernier de la Commission municipale du Québec sera bel et bien envoyée sous peu à la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, en copie conforme au protecteur du citoyen et au premier ministre du Québec, François Legault, laquelle demandera des éclaircissements sur le contenu du rapport. Le rapport en question traitait du dysfonctionnement et autres problèmes de gestion de la ville sous l'ancienne administration. Le maire actuel, Daniel Leboeuf, avait opposé son veto pour plusieurs raisons, dont la forme et le fond, estimant que cette démarche pourrait être préjudiciable pour la ville. Ainsi, vous aurez ici l'occasion d'entendre le débat en question entre les conseillers municipaux et le maire, menant au renversement de son veto, suivi de quelques commentaires de citoyens lors de la période des questions. Donc, pourquoi on se revoit là-dessus, moins d'une semaine après la séance régulière de la semaine dernière? Bien, je vous mets en contexte, mardi dernier, à peine assermenté, le mardi matin, j'avais 7-8 heures pour préparer l'Assemblée municipale qui se tenait le soir même. J'ai eu 7 heures pour voir les 25 points à expliquer, à argumenter tout ça, puis à lire tous les documents, tout ça. Et aussi bien m'avoir dit, tu vas coller une soirée de 7 carrés à Val d'Espoir, là, ce soir, là, puis on ne dit pas les tunes que Normand Grenier va jouer au violon. Là. Fait que je me suis... j'ai fait du mieux que je pouvais. Puis, une chance que le code municipal permet au maire, dans les 96 heures suite à la séance, de réviser le procès-verbal une fois qu'il est produit, qu'il n'y a pas d'erreur, que tout est conforme. Et il peut même exercer un droit de veto s'il trouve qu'une résolution devrait être discutée. C'est pas un droit de veto là, comme à l'ONU, que Vladimir Poutine dit niet, puis ça finit là. Non, ça veut dire qu'on reprend la question, on en rediscute et c'est ce qu'on va faire ce soir. Fait que j'ai la résolution 326-2024 portait sur l'envoi d'une lettre à la ministre des Affaires municipales. J'en ai pris connaissance juste suite à la séance. Puis, à la lecture de ça, je trouve que ça pourrait porter préjudice à la ville et son conseil dans nos rapports avec le MAMACH pour des raisons de forme, des raisons de fond aussi. Là. La forme, bien, dans les 5 pages, là, parce qu'elle est cette lettre-là, de cette lettre-là, il y a beaucoup d'allusions au travail des inspecteurs de la DPIM et de la Commission des affaires municipales, comme manque de probité, injustice, mauvais argumentaire, maladresse. Je pense que c'est pas très diplomate envers les personnes qui sont venues passer du temps ici. Puis, surtout que la DPIM, Direction des enquêtes et des c'est poursuites en municipal. Mais là, pour moi, je pense que les poursuites, là, on n'en veut pas d'autres. On a assez payé de frais juridiques en 2024. Ça fait que slackons là-dessus. Sur le fond de l'argumentation, demander à la ministre demander à ses commissionnaires de revoir leur travail, de revenir à Percé pour consulter le conseil, ça équivaut à un conseiller ou un maire ici qui irait voir l'inspecteur municipal puis il a dit « Pourquoi t'as refusé le permis de construction de M. Cloutier, là?
Hein? Je dis, ben, monsieur le maire, j'applique le règlement, puis c'était croche, puis je l'ai refusé. Notre code de déontologie nous empêche de faire ça. Fait que la ministre des Affaires municipales, elle aussi, elle a un code de déontologie pas mal plus compliqué que le nôtre. Fait qu'on n'est pas pour lui demander de remettre en question le travail de la direction des enquêtes et des... excusez-moi, des poursuites en intégrité municipale. Ça serait en plus démontrer qu'une de leurs constats, là, qu'on avait mal saisi le rôle du conseil et nos responsabilités et nos devoirs et les limites de notre capacité, ça serait le démontrer qu'on n'a pas compris. Fait que, portons pas préjudice. Moi, je remets en question cette résolution-là. Donc, bon, ben, je voulais expliquer en 4 minutes 50. Je vais inviter s'il y a d'autres conseillers, conseillères qui veulent intervenir sur la proposition que l'on reprend maintenant, la discussion dessus et le vote. S'ils veulent poser des questions, proposer des amendements, proposer un vote, libre à vous, je vous invite. Oui. Moi, j'affirme ma décision que j'ai prise de voter pour transmettre la lettre. Parce que, aussi, j'affirme ma volonté et ma solidarité envers les citoyens et membres du conseil municipal de la ville de Portneuf, que eux aussi veulent obtenir plus d'explications. Merci. C'est aux autres conseillers. Merci. Moi, c'est la même chose. Je veux qu'on envoie la liste parce que, je veux dire, là-dedans, ça dit un exemple, on était comme insouciants de ça, c'est pas vrai du tout. On est ici pour nos citoyens et non pas pour se soucier de ce qui se passe. Fait que moi, personnellement, je veux que la lettre parte. De me lever le même moment de parole. À quelque part, il n'y a personne, nous autres, qui a été rencontrés. Oui. Les personnes intéressées n'ont pas été rencontrées. On n'a pas eu la chance de se défendre, on n'a pas été questionnés, on n'a pas pu dire qu'est-ce qu'on avait à dire. Fait qu'en partant, on est lésé dans nos droits. Et on ne mérite pas d'avoir un baillon de s'empêcher de s'exprimer. C'est mon avis. Moi, mon avis, je peux parler? Madame Réal, allez-y. C'est qu'ils ont dit que nous autres, on n'avait pas fait notre travail, ce qui n'était pas vrai, en parlant des conseillers qui n'ont pas fait leur travail, et en plus que notre directeur général dans ce temps-là, qui était M. Jean-François Coderre, comme de quoi qui était incompétent, et ils ne veulent pas rencontrer les commerçants et les citoyens, et nous autres, les conseillers, on travaille pour nos commerçants et nos citoyens. Je veux que la lettre soit envoyée. Je suis pour aussi. Pardon? Pour aussi. Je suis pour. Pour maintenir la résolution? Oui, pour l'envoi de la lettre. Ben, en fait, moi, je suis pour aussi qu'on envoie la lettre. C'est sûr que dans le rapport de la commission municipale, c'est pas 100% du mensonge, c'est pas 100% la pure vérité. Il y a des choses que, oui, qu'on peut pas prendre à la légère, que c'est des choses à noter. Il y a des choses qui, c'est un peu un laisser à désirer qui accomplit le tout. Mais la lettre, je pense que ça dit ce que ça a l'air de dire. Moi, la chose que j'aimerais qu'on corrige, c'est que dans les lettres, c'est écrit « Madame la mairesse Doris-Réal ». Le titre, c'était « Madame Doris-Réal, mairesse suppléante ». C'est pas mairesse, là. Ça n'a pas été élu par la population. Là. Moi, c'est juste ça que je verrais. Moi aussi, dans la lettre, j'ai rien d'autre à dire. Là. Que oui, je veux qu'on l'envoie. Moi, je suis pour l'envoi de la lettre aussi. Moi, je suis contre l'envoi de la lettre, mais on va y aller avec la majorité. Contre, oui? Alors, l'autre 7 contre 1. Oui, la proposition est d'adopter. La résolution reste valide. Elle est maintenue. Elle est réadoptée elle est réadoptée à majorité absolue. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on inscrive ma dissidence au procès-verbal, vu mon veto. Bonsoir, Jean-Claude Méthode. Je voudrais féliciter tous ceux et celles qui ont été capables de porter leur culotte et puis de voter et puis de sauver au moins leur dignité.
Puis, continuez de faire comme ça. Tenez-vous bien. OK. Bonsoir, Louis Beaulieu du Cap-Blanc en Percé. Monsieur le maire, je voulais savoir si, dans votre réflexion, quand vous avez vu ou réagi à cette lettre, est-ce que vous avez consulté une personne au ministère des Affaires municipales ou à la commission municipale? Au moment, j'ai consulté plein de personnes parce que dans les affirmations qui étaient là, il y avait des choses pas très délicates, alors j'ai consulté avant de prendre ma décision. Ça m'a pris 2 jours. Et est-ce que vous avez consulté ou avez échangé avec l'observatrice de Mme Robert? Elle n'a pas répondu à mes courriels. Puisqu'on parle de l'observatrice, ma question, en fait, est de savoir si ce rapport devrait être déposé, nous a-t-on laissé entendre prochainement? Elle a déposé au président de la commission des affaires municipales vendredi dernier qu'elle m'a dit. Ça a été déposé? Elle l'a donné à son patron, à la commission des affaires municipales. Lui, il va en faire, je ne sais pas quand est-ce qu'il va le publier. Et est-ce que ça va être évidemment déposé ici à la Ville? On l'attend avec impatience. Est-ce que ça va être un document auquel nous allons avoir accès? J'imagine comme le rapport, je vais voir quand ça va arriver. Le conseil va voir ça quand ça va arriver sur notre bureau, là. Mais est-ce que nous, on va pouvoir en avoir une copie, en avoir une connaissance? J'imagine que oui, là, mais je n'ai pas pris connaissance du document encore. Il n'est pas arrivé. D'accord. Merci. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. Avec sa nouvelle piste d'athlétisme, Grande-Rivière aspire à accueillir des compétitions régionales. Avant d'y parvenir, l'installation d'équipements supplémentaires est essentielle. Cette semaine, Athlétisme Québec était de passage à Grande-Rivière pour évaluer les installations et discuter des aides possibles que la Fédération pourrait offrir aux clubs d'athlétisme, que ce soit pour les déplacements en compétition ou l'achat d'équipements. La visite a également permis d'explorer les programmes d'aide existants. J'ai rencontré Kim Boyd, agente de développement régional pour l'Est du Québec chez Athlétisme Québec, Brigitte Paradis, entraîneuse du club d'athlétisme Les Lobsters, ainsi que Gino Cyr, maire de Grande-Rivière. Moi, c'est Kim Boyd. Ça s'appelle B-O-Y-D, mon nom de famille. Je suis agente de développement régional pour la région de l'Est avec Athlétisme Québec. Je suis là depuis le mois de mai. Puis, mon rôle, en général, c'est de supporter les clubs en région. Donc, je m'occupe de toutes les régions de l'Est, en fait. Je suis là en support au club, puis d'ouvrir la communication entre la fédération puis les clubs, les aider à se développer, mais à développer aussi des nouveaux clubs, puis qu'il y ait plus de gens en région qui pratiquent l'athlétisme pour faciliter l'accès aussi à ce sport-là en région. Donc, vous êtes de passage à Grande-Rivière. Vous faites la tournée gaspésienne. C'est pourquoi que vous êtes de passage ici? Oui, en fait, je suis dans la région de l'Est. Donc, j'ai commencé dimanche. On avait une compétition à Rivière-du-Loup, les premières foulées de Bruni-Surin. Puis, la gang des Lobsters était là, d'ailleurs, avec des jeunes pour participer à la compétition. Donc, ma tournée a commencé là. À date, j'ai fait Rivière-du-Loup, Pointe-Négamo, Rimouski. Je suis ici aujourd'hui à Grande-Rivière, Bonaventure demain, et je termine ma petite tournée à Gaspé vendredi matin avant de retourner à la maison. Donc, en faisant cet arrêt ici,
Vous pouvez constater la piste d'athlétisme que Grande-Rivière a construit pour le club. Comment vous trouvez ça, cette initiative-là? C'est impressionnant pour une petite ville comme Grande-Rivière d'avoir des aussi belles infrastructures. C'est très impressionnant. C'est très beau aussi pour le sport de pouvoir avoir de la qualité d'infrastructure pour les jeunes dans la région. J'espère que ça va amener encore plus de jeunes à pratiquer l'athlétisme puis à intégrer le Club des Lobsters aussi. Brigitte, c'est quoi votre rôle pour avoir la représentante ici à Grande-Rivière? Bien, c'est lors de nos réunions de concertation régionale qu'elle m'avait dit qu'elle ferait des visites à un moment donné dans nos régions. Puis moi, j'ai parlé des infrastructures de Grande-Rivière. J'ai dit que ça serait bien que la Fédération vienne voir qu'est-ce qu'une petite municipalité en bas de 5000 habitants était capable de construire dans son milieu. Puis si elle décidait de faire sa tournée bientôt, que j'aimerais qu'elle vienne nous visiter à Grande-Rivière, qu'elle vienne voir vraiment ce qu'on peut construire quand on veut puis on le désire de le faire pour les jeunes. Bien, aussi, ce qui est important aussi à dire, c'est que la venue de Kim, ce qui est important pour nous, c'est qu'on peut aussi... Elle peut visualiser qu'est-ce qu'on a comme infrastructure, qu'est-ce qu'on a comme équipement, on peut en discuter ensemble, puis voir les aides possibles qui peuvent venir de la part de la Fédération du Québec, autant pour les déplacements en compétition, autant sur l'achat d'équipements, qu'est-ce qui existe comme programme à la Fédération. C'est aussi le but de la visite de Kim, c'est de venir s'informer de tout ça là, à Grande-Rivière. La Fédération pourrait vous donner un coup de main dans la préparation du terrain pour éventuellement avoir les Jeux régionaux? Bien, tu sais, quand on dit une aide, c'est selon ce que la Fédération, tu sais, ils n'ont pas juste les Lobsters, là, ils ont plusieurs clubs à aider. Elle me parlait d'un petit cachet qui devrait sortir bientôt. Donc, à partir de ce montant-là, peut-être un petit morceau qu'on peut aller chercher là, dans notre aide là, d'investissement ici, là, avec d'autres partenaires que mon conseil d'administration travaille et des subventions de l'unité régionale pour faire l'aire de saut, entre autres. Je pense que les aides financières sont toujours les bienvenues, sont toujours importantes, mais là où la Fédération s'implique également, c'est l'aide au développement général au niveau des clubs. Fait que les clubs, oui, ont besoin de sous, mais on a du développement de ressources humaines, donc des entraîneurs, d'avoir de la relève, de pouvoir former des animateurs qui vont donner un coup de main aux coachs, parce que je pense que Brigitte le sait, avec beaucoup de compétitions, ça fait beaucoup de déplacements, puis très peu de week-ends de libre l'été. Fait que de pouvoir embaucher de la relève aussi, puis de former de la relève, trouver de la relève au niveau des entraîneurs. Au niveau des officiels aussi, tu sais, on souhaite recevoir des compétitions en région, bien, ça prend des officiels aussi. Donc, on souhaite aussi développer des officiels en région. Donc, ça fait partie aussi du rôle de la Fédération de venir en région, de voir c'est quoi en général les besoins, comment on peut aider comme fédération financièrement et de d'autres façons, puis de supporter à mettre ça en place du mieux qu'on peut là, avec les clubs. Avec cette visite, c'est l'occasion pour la Ville de Grande-Rivière de montrer le potentiel de la Ville à accueillir les compétitions de la RSEQ avec ses nouvelles installations. Écoute, Brigitte m'a fait part aujourd'hui qu'on avait la possibilité d'avoir une représentante, là, Kim, de l'Athlétisme Québec, qui est passée une tournée de la région. Puis, moi, aujourd'hui, je suis content d'être ici parce qu'en réalité, on se fait beaucoup poser la question. Oui, effectivement, on a une super de belle infrastructure, mais on a réussi là, à le réaliser parce qu'en réalité, le coût de projet, c'est à peu près 732 000 $. Puis, comme j'expliquais à Kim tantôt, c'est que dans le temps de la COVID, il y avait un programme spécifique pour permettre aux gens d'éviter l'isolement, de prendre de l'air de l'extérieur, des projets communautaires. On a été opportuniste, on a déposé un projet, puis on a réussi à chercher une subvention de l'ordre de 650 000. Donc, c'est un coût de projet de 732 000. Là, la part du milieu est moindre. Donc, avec les partenaires du milieu, je pense qu'on a réussi à réaliser de quoi de très intéressant. Puis, ce qui est intéressant, c'est pour la MRC Rocher-Percé, c'est que tout le monde puisse l'utiliser, mais en réalité, c'est une infrastructure qui est conforme pour éventuellement nous permettre d'avoir des compétitions de l'ARSEC au niveau régional ici à Grande-Rivière. Comme j'ai expliqué, dans la MRC Rocher-Percé, maintenant à Grande-Rivière ainsi qu'à Chandler, on considère qu'on a tous les éléments pour éventuellement avoir des compétitions. Donc, au niveau de l'athlétisme, on a un bon club. Je pense que c'est super. On travaille peut-être éventuellement pour recueillir des compétitions régionales. Donc, moi, aujourd'hui, de voir qu'on a quelqu'un d'Athlétisme Québec qui est ici, venir constater des propres
propres yeux, comme quoi que notre infrastructure, effectivement, est adéquate, puis à rapport pour éventuellement peut-être organiser des compétitions ici. Bien, moi, je pense, en tant que maire, je pense qu'on atteint nos objectifs, puis je tiens à féliciter le conseil d'administration du Club de l'Ulster avec Brigitte qui anime, puis bienvenue chez nous, puis en espérant que votre visite, la prochaine visite, ça va être dans le cadre d'une compétition. Donc, avec le nouveau gymnase que vous avez fait faire pour l'école Bon-Pasteur, la nouvelle piste d'athlétisme, à Grande-Rivière, on va être en bonne posture pour pouvoir accueillir beaucoup de sports et faire connaître la région dans ce cadre-là. Bien, écoutez, c'est sûr que moi, je suis rentré maire en 2017. Là, le constat que j'avais, c'est qu'il y avait beaucoup de compétitions qui se passaient dans l'Est du Québec, mais c'était souvent dans les MRC à l'extrémité de Rocher-Percé. Que ce soit des compétitions au volleyball, que ce soit des compétitions au niveau badminton, et parce qu'on n'avait pas les plateaux nécessaires pour être en mesure d'accueillir des compétitions dans les MRC. Comme vous pouvez le voir, dans les dernières années, on a investi sur la piste d'athlétisme qu'on parle aujourd'hui. On a réussi aussi à avoir le gymnase à l'école Bon-Pasteur qui est adéquat pour des compétitions volleyball. Donc, tout ça fait en sorte là, que même avec la piste, là, le pond track qui est en place, là, ça peut être quelque chose aussi qu'on veut maximiser. Donc, quand on parle éventuellement que ça prend des infrastructures d'accueil pour tenir des événements. Bien, aujourd'hui, le fait qu'on a une représentante d'Athlétisme Québec, puis je pense qu'on peut dire que dans l'Est du Québec, on peut se vanter de dire qu'on a la plus belle piste là, pour une population de 5000 habitants et moins. Donc, c'est intéressant. Donc, ça va nous permettre, là, avec le club d'athlétisme, le conseil d'administration, avec Athlétisme Québec, éventuellement de planifier des activités, puis ça va être bon pour la MRC parce que comme vous le savez, ben, ça va être bien pour les retombées économiques de notre municipalité. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémirion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémirion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémirion. 689-5553. Avec le temps des fêtes et la période hivernale qui s'en vient, il est temps de faire un rappel là, sur les bonnes pratiques concernant le recyclage et le compostage. Donc, on va en parler avec Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, la période hivernale, bon, la neige n'est pas encore installée, mais les froids sont là. Fait qu'il va y avoir il va y avoir des rappels à faire concernant le recyclage. Temps des fêtes aussi, là, mettons qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses qui peuvent y aller et ne pas aller au compostage. Fait qu'on va, on va reparler de ça. Côté recyclage, qu'est-ce qu'il va devoir falloir faire attention? Bien, en fait, puis même si on regarde ça plus large que le recyclage, c'est des bonnes pratiques en général. Tu sais, pour le temps des fêtes, on aimerait que la réduction, moi je reviens toujours à la même cassette, réduire. Alors, utiliser de la vaisselle réutilisable, des vraies nappes plutôt que des nappes en papier. Oui, ça va au recyclage, la nappe en papier, mais idéalement, on utilise une vraie nappe, peut-être des vrais ustensiles de vraie vaisselle. Emballer ses cadeaux avec ça peut être des tissus, ça peut être avec des sacs ou des emballages qu'on possède déjà. On peut faire des dessins, on peut faire du bricolage avec les jeunes pour rendre nos cadeaux attrayants. Moi, j'utilise souvent des sacs papier bruns que j'ai.
puis j'en fais l'emballage, mais je bonifie avec un ruban rouge ou bon, quelque chose de plus... qui amène une petite touche là, plus colorée. Ce qu'on veut aussi, parce qu'on a beaucoup, je pense que même sur Facebook, notre équipe a mis des messages par rapport au calendrier de l'Avent. Souvent, on va offrir à nos jeunes le fameux calendrier là, à partir du 1er décembre, là, puis tu as une porte là, qui présente un petit chocolat à chaque jour. Mais on peut s'en fabriquer un calendrier de l'Avent qui est réutilisable à chaque année, puis y mettre nous-mêmes nos friandises. Et pour les plus vieux, peut-être, ceux qui sont moins enfants, mais, ou même les enfants, mais aussi, il y a le calendrier, ce qu'on appelle le calendrier inversé, c'est-à-dire d'offrir ou de donner un item qu'on a à la maison à chaque jour de l'année, à chaque jour du mois de décembre. Donc ça nous permet, peut-être de se départir de trucs qu'on accumule à la maison, mais en même temps de faire plaisir à quelqu'un d'autre en lui donnant un item qu'on a chez soi et qu'on n'utilise peut-être plus ou beaucoup moins. Alors, ce sont des idées pour mieux faire au niveau recyclage et réduction à la source. Pour tout ce qui est nourriture, tout ce qui est compostage, le temps des fêtes, ce qu'on veut, c'est réduire les pertes. Alors, il faut réutiliser un maximum de la nourriture, puis de ce qu'on a cuisiné. Alors, ça, c'est notre premier conseil. Mais sinon, n'hésitez pas d'utiliser votre bac brun. Votre bac brun, là, dans le temps des fêtes, ça devient un ami incontournable. Puis puisque vous allez avoir probablement de la visite, puis que le bac va se remplir rapidement, prenez le temps de déposer au fond de votre bac là, un carton ou deux même, mettre un grand sac de papier brun pour que vos matières que vous allez déposer dans le bac, bien, que ça ne reste pas collé. Ça gèle pendant l'hiver. Ça gèle, c'est ça. Puis que là, vous allez le mettre, là, après le jour de l'an, vous allez le mettre au chemin. Puis là, vous allez être déçus parce que là, le bac n'a pas vidé. Alors, en mettant le carton ou le sac papier, ça va prévenir ce type d'irritant. Pour ce qui est de la nourriture, il y a aussi la possibilité de congeler. Parce que dans le temps des fêtes, on a tendance à en faire plus que nécessaire, hein? Ou en tout cas... Oui, c'est une très bonne idée. Congeler, partager aussi avec nos voisins. Hein? Des fois, on est peut-être moins attentif, mais d'apporter peut-être, des fois, on est tanné des fois de manger la dinde là, la troisième fois. Mais on peut partager avec des voisins ou des amis. Donc, c'est ça, je pense que le mois de décembre, oui, c'est un mois où la consommation augmente. Il y a de la surconsommation, mais aussi, en même temps, on peut en profiter pour revisiter notre approche, notre façon de voir les choses et réduire quelque part ce qu'on va générer comme matière résiduelle. Quand on fait nos achats, donc si on est capable de choisir quelque chose qui a moins d'emballage, on répète la même chose à chaque année, mais curieusement, à chaque fois, on entend dire « Hey, c'était intéressant ce que vous avez dit », mais c'est la même chose qu'on répète depuis plusieurs années quand même. Il y a du papier aussi, le papier pour emballer les cadeaux. Il y a du papier qui est réutilisable. Là, il y en a un qui est, je ne sais pas c'est quoi la matière, là, mais tu peux pas déchirer ça, là, puis il est reluisant. Là, donc, ce genre de papier-là est réutilisable, donc c'est peut-être plus de se tourner aussi vers... Bien, celui-là, c'est ça. Si tu le réutilises, c'est bien. Sinon, il est difficile à recycler. Alors, lui, il ne va pas au centre de recyclage. Bien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement le recycler facilement. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont prêtes à le prendre. T'sais, donc, les entreprises qui font de la transformation de matière. Donc, c'est plus difficile des fois pour nous, au centre de tri, à recycler. Puis avec la nouvelle machine qu'on a, il ne se retrouvera pas dans le cadre du papier. Il va se retrouver dans la section du déchet, normalement. Alors moi, je vous invite, il est beau ce papier-là, j'en conviens.
mais il faut le réutiliser. Alors, ça prend quelqu'un responsable qui ramasse ce qui reste de beau papier à la fin pour le réutiliser l'année suivante. Ça, c'est quoi? Si tu penses que ce papier-là, c'est pas un plastique? C'est ça, la fabrication, c'est pas de la fibre. C'est une matière plastifiée avec un petit peu d'aluminisé ajouté. Donc, ça rend l'opération recyclage plus complexe. Et d'ailleurs, le recyclage, pour aussi du recyclage, on a autres les matières habituelles, papier, carton, plastique, on peut avoir des lumières, des fois des ensembles de lumières qui vont se retrouver défectueux. Oui, c'est ça. Ça, on peut les envoyer, je crois, au recyclage. Oui, c'est-à-dire que nous, quand on les reçoit, on les met de côté. Le problème qu'on a, c'est que souvent les gens vont... Premièrement, ce qui va dans le bac bleu, normalement, ce sont des contenants, des emballages ou des imprimés. Okay? Alors, si on résume, un contenant, un emballage, un imprimé. Les lumières de Noël, ce sont ni des contenants, ni des emballages, ni des imprimés, visiblement. Mais nous, quand ça se rend au centre de tri, on les met de côté et on a quelqu'un qui les reprend avec la ferraille, le métal, le gros métal, ce qu'on appelle, nous, le gros métal. Et le problème, c'est que quand on autorise les gens à mettre les lumières de Noël dans le bac bleu, c'est que souvent, ça va arriver qu'ils ne sont pas attachés. Là, ça fait une longue guirlande et qui vient s'enrouler dans les convoyeurs. Et ça, je vous dis, c'est un petit cauchemar. Alors, mettons que vous ne voulez pas vous rendre à l'éco-centre pour déposer vos lumières de Noël qui sont brisées, qui sont plus utilisées. Bien, minimalement, attachez-les quand vous les mettez dans le bac bleu pour nous faciliter les choses et éviter les bris au centre de tri. Alors ça, c'est le conseil que je donnerais pour les lumières de Noël. C'est un peu comme la même pratique que pour, mettons, les sacs plastiques, tout ce qui est aluminium. Les affaires en aluminium, vous dites de faire des boules, ça va éviter de partir au vent. Les sacs de plastique, même chose, tout mettre ça ensemble et on ferme ça. C'est la même chose avec les autres. C'est beaucoup plus facile, surtout que maintenant, oui, on a un pré-tri, puis il faudrait voir, là, on a reçu encore dernièrement là, des morceaux d'orignaux puis de bestioles. En tout cas, ça va vraiment pas au bac bleu. Ça fait chic sur les tapis roulants, ça. Oui, et surtout, je rappelle, nous, on a quand même minimum 3 à 4 trieurs qui sont au pré-tri et qui retirent les vêtements. On a tellement de vêtements. Merci de ne pas déposer vos vêtements dans le bac bleu. C'est une plaie pour nous, les vêtements. Donc, tout ce qui est textile ne va pas au bac bleu. Il y a des ressourceries qui vont, comme des friperies. Des friperies, c'est ça, qui vont les accueillir. Sinon, on est en train de voir là, si on ne peut pas développer là, un petit plan B pour transformer le textile. Mais, s'il vous plaît, ne mettez pas les vêtements au bac bleu. Et tout ce qui est... on reçoit encore, mais vraiment beaucoup de nourriture et de couches. C'est un peu... on le répète régulièrement, ça fait des années qu'on le répète, mais les trieurs, quand ils sont... Tu sais, c'est pas le fun, là, tu attrapes des choses rapidement, ça passe très, très vite. Il faut venir voir, tu sais, pour voir à quelle vitesse ça se promène. Alors, quand tu mets la main dessus, c'est pas super. Alors... S'il vous plaît, de déposer ces matières-là au bon endroit. Les couches vont aux déchets et la nourriture va au bac brun. Pour donner une idée aux gens, là, justement de la vitesse, ben, moi, je les invite à retourner voir le reportage que j'ai fait avec vous, là, la visite qu'on a faite du centre. Là, on voit ça passer. On voit justement les trieurs au pré-tri. On voit la vitesse aussi à laquelle ça passe. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à voir. Exact. Puis, nos bris, ce sont souvent des composantes auxquelles on ne pense pas, là, mais on reçoit beaucoup de tiges de métal. C'est comme des bouts de balai, là, un manche à balai. Alors, mais ça se coince dans les convoyeurs et là, c'est un bris assuré. Alors, souvent, on va avoir des arrêts de production à cause de ces composantes-là qui ne vont pas de toute façon au bac bleu. Concernant
Bon, je crois que ça fait le tour pour ça. Tu sais, peut-être les pratiques en période hivernale, mais en tout cas, quand la neige va commencer à s'installer, là, on ne pourra pas placer les bacs n'importe comment. Là. Faire un rappel là-dessus. Oui, puis encore une fois, c'est des choses qu'on répète régulièrement, mais c'est essentiel si on veut que ça se passe bien au niveau de la collecte, si on veut éviter les oublis, si on veut éviter les retards, les bris de camion. Il faut déposer le bac évidemment au bon endroit, là, donc pas trop près du trottoir parce que tu ne veux pas que la charrue ramasse ton bac. Alors, vous pouvez vous permettre de le mettre peut-être à un pied ou deux et assurez-vous qu'il soit visible. T'sais, quand il y aura des bancs de neige, parce qu'un jour, on va avoir de la neige, puis peut-être qu'on va avoir des bancs de neige, mais il faut s'assurer que le bac est visible parce que le camion, quand il arrive, lui, si le bac n'est pas visible, bien, il passe tout droit, puis à ce moment-là, bien, il oublie votre bac. Alors, il faut s'assurer que le bac est quand même visible. Les jours de tempête. Alors, les jours de tempête, à chaque fois, nous, ce qu'on fait, je vous explique la mécanique. Quand on voit au niveau de la météo qui annonce la tempête, une tempête, alors là, on communique avec l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que tu penses faire, toi, entrepreneur? Est-ce que tu penses passer demain ou tu reportes la collecte? Et dépendamment, bon, des vents, de la quantité de neige, des heures de tombée de neige, c'est l'entrepreneur qui décide ce qu'il va faire. OK, c'est pas vous autres qui dites « OK, il n'y aura pas de collecte demain ». Non, c'est l'entrepreneur. Évidemment, on collabore avec lui, puis on s'assure qu'on est sur la même longueur d'onde. Par exemple, s'il dit « Non, je maintiens la collecte pour le lendemain, mais qu'il y a eu une bonne bordée », bien, on va lui demander de débuter plus tard sa collecte pour donner le temps aux gens de rendre le bac près à la rue là, pour la collecte. Alors, mais si vous voyez que là, la collecte n'est pas passée, soyez patient. Des fois, il va passer le lendemain. Parfois, vous allez... Puis, en général, on va faire un message sur Facebook ou à la radio. Et en général, on va dire, bien, laissez votre bac au chemin, puis ça va finir par passer. Alors, il faut être patient. Puis, ça fait partie de nos conditions de vie. Ici, en Gaspésie, ce matin encore, il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, il y a eu un coup de vent, je voyais des bacs tomber. » Je sais, c'est plate, mais tu sais, on ne peut pas demander à un chauffeur de débarquer à chaque fois pour aller remettre le bac debout. Alors, ça fait partie des conditions qu'il faut respecter. Il faut être patient. Puis, quand vous nous appelez, vous avez le droit de nous dire « Ah, tu sais, la collecte n'est pas passée. » Mais, tu sais, soyez... On peut aussi être poli, on peut aussi recevoir des commentaires de façon polie. Il faut savoir que nos personnes qui répondent au téléphone, là, ils reçoivent peut-être des fois 30, 40, 50 appels. Quand quand le ton n'est pas courtois, bien, ça ne rend pas la journée agréable pour l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est sûr. Tant qu'être dans le recyclage, on entend parler... dans les médias, puis j'ai entendu une entrevue aussi là-dessus, sur la consigne étendue. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'auraient pas entendu, là, dans le fond, c'est qu'on vient étendre la consigne à vraiment tous les emballages. Là, je suis plus sûr, mais tous les contenants de 100 millilitres, je crois, c'est ça? À partir tous de 100 les contenants millilitres à boire de 100 millilitres à 2 litres. Ouais, fait que ça comprend, entre autres, les trucs de yogourt à boire, les tétrapacks vont être consignés. Fait que, contenant de lait, contenant de jus, les bouteilles d'eau, tout ce qui est bouteilles de verre, tout ce qui est, évidemment, les canettes, mais alors tout contenant à boire. Donc, côté de la régie, comment ça se passe? Parce que, bon, je sais qu'en ville, eux autres, ils ont une belle solution. Ils ont une entreprise qui s'occupe d'aller chercher des sacs de contenants chez les clients qui s'inscrivent. Mais ici, ça ne peut pas marcher de même. Bien, comment ça se présente avec la régie? Ça va être différent. C'est-à-dire que, puis là, c'est difficile d'expliquer tout ce qui va se passer parce qu'on est encore en discussion avec l'organisation qui est responsable de ça, qui est la QRCB. Mais en fait, la QRCB a l'obligation de déployer des solutions sur l'ensemble du territoire québécois. Mais les régions ont des particularités, la distance notamment. Et là, on est en discussion avec eux pour essayer, nous, de les accompagner puis de trouver les solutions les plus adéquates possibles. Et le centre de tri, de toute façon, on reçoit des contenants.
Donc, ces contenants-là, on les reçoit déjà. Ils sont déjà triés chez nous. Alors, l'idée, c'est de voir comment cette consigne-là va pouvoir être reconnue tout en peut-être qu'on ne bénéficiera pas de kiosques comme ils vont avoir en ville, ou en tout cas pas le même nombre nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas sur le territoire, mais il va falloir parcourir certaines distances si on va aller porter tous nos contenants consignés. Moi, d'ici à ce que l'ensemble des solutions soient déployées, ce que je dis aux gens, surtout ne mettez pas vos contenants aux déchets. Il y a bien des gens qui nous ont dit, moi, la consigne, là, c'est je mets ça au bac bleu et ça se rend au centre de tri. Là, je vous rassure, ceux qui le mettent au bac bleu, ça se rend chez nous, on le trie, ce sera recyclé, il n'y a pas d'enjeu. Ça, je tiens à rassurer des gens. Maintenant, pour tous ceux qui disent, bien là, moi, la consigne, je vais aller la chercher, là, puis en profiter, et je trouve que c'est une excellente idée, bien là, vous accumulez vos matières dans vos sacs, puis vous allez vous rendre là, aux différents kiosques ou gobeuses là, qui vont accepter vos contenants. Mais on va en reparler de ça certainement là, à partir de janvier, février, je vais vous revenir assurément, parce qu'on devrait avoir de l'information plus précise qui concerne notre territoire, MRC Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé. Côté compostage, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour bientôt concernant le... Bien, globalement, on est en train de travailler, on va même commencer à travailler un nouveau guide en 2025, là, mais déjà, on n'est pas rendu là, mais oui, on va apporter des petites précisions qui découlent de questions qu'on reçoit souvent. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer l'apparition sur Facebook, les cheveux. Est-ce que les cheveux, on met ça au bac brun ou pas? Alors, nous, on préfère que vous ne les disposiez pas au bac brun parce que notre processus, nous, est un petit peu plus manuel que des gros systèmes très mécanisés qu'on peut retrouver en ville. Alors, on se retrouve avec des boules de cheveux et on veut éviter ça parce que ça fait pas, à la fin, ça fait peut-être pas un compost qui est facile à tamiser. Donc, idéalement, si vous avez beaucoup de cheveux, là, que vous perdez beaucoup vos cheveux, bien, c'est peut-être préférable chez nous de les mettre plus aux déchets qu'au bac brun de notre côté. Mais vous pouvez continuer de mettre au bac brun là, tout ce qui est mouchoirs, des essuie-tout, la litière aussi, quand c'est de la litière organique, des excréments d'animaux, parce que notre système, quand même, la température monte à 80, 70, 75, 80 degrés pendant plusieurs semaines, et ça se décompose sans problème. Sauf que pour ce qui est des excréments d'animaux, on ne peut pas utiliser les sacs... non, pas de sacs plastiques. Qui sont prétendus compostables. Ça, exactement. Là, les petits sacs plastifiés, là, ça c'est pas bon. Parce que ça ne se composte pas assez rapidement. Alors, oui, c'est écrit compostable dessus, j'en conviens, mais... c'est le processus qui est trop long. C'est très long de composter ce type de sac-là. On a fait un petit projet pilote cet été avec la vaisselle compostable. On arrivait quand même à composter la vaisselle compostable. Il faut juste qu'on procède un petit peu autrement au niveau du site. Ça, c'est la vaisselle qui est vendue dans différentes les cantines, par exemple, okay, ouais. C'est ça. Oui, parce qu'ils ont commencé à nous donner ça. Oui, exactement, mais quand c'est cartonné, alors je reviens au party de fête, OK? Mettons qu'on fait un party de fête, puis là, on ne veut pas prendre de la vaisselle réutilisable. Bien, privilégier la vaisselle cartonnée plutôt que de la vaisselle plastique. La vaisselle plastique a moins de valeur, si on veut, alors que la vaisselle cartonnée va très bien se composter, puis c'est un compost qu'on va redistribuer dans la communauté, qui va resservir ici localement. Alors, si on veut vraiment éviter la vaisselle réutilisable, sinon, là, vous pouvez mettre les noms de tous les invités dans un petit pot, puis piger 3-4 chanceux qui vont faire la vaisselle. Ouais. Pour terminer, vous vouliez me parler du nouveau calendrier 2025? Oui, le calendrier de collecte. Donc, pour les habitués, tout le monde sait que normalement, autour de la 2e, 3e semaine de décembre, vous allez retrouver dans votre casier postal le calendrier de collecte de l'année 2025, de l'année qui s'en vient. Là, on va voir comment ça va se passer avec la grève, mais on vous reviendra avec ça s'il y a des précisions. Si la grève perdure, on vous donnera un plan B.
Clairement, le calendrier va se retrouver sur notre site Web. Alors, ce sera toujours une possibilité d'aller le consulter via le Web. Aussi de s'inscrire à Memento pour ceux qui ont un téléphone. Donc, à ce moment-là, vous allez connaître vos journées de collecte. Mais je suis assez confiante qu'on va être capable de distribuer le calendrier 2025 dans vos casiers postales autour de la 2e ou 3e semaine de décembre. Donc, soyez attentifs, ne le jetez pas parce que l'information que vous allez chercher la 2e ou 3e semaine de janvier, elle va figurer sur ce calendrier-là. Je pense qu'on a fait pas mal de tour. Ouais, c'est une bonne mise en bouche pour la saison des fêtes. Bien, notez le drapeau. Merci beaucoup. Puis on se revoit dans 2-3 mois concernant la consigne étendue. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parfait, excellent. J'attendrai votre appel. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Une trentaine de garderies en milieu familial de la côte de Gaspé ont lancé des moyens de pression cette semaine pour faire avancer les négociations avec le gouvernement. Les intervenantes, membres de la CSQ, ont commencé par une grève de 30 minutes, retardant leur ouverture. La Fédération des intervenantes en petite enfance, dirigée par Anne-Marie Belrose, espère que ces actions encourageront le gouvernement à déposer une offre plus favorable. Le conflit porte sur les salaires et la conciliation travail-famille, des enjeux cruciaux dans un secteur touché par une pénurie de personnel. La grève s'intensifiera progressivement la semaine prochaine. Les travaux de construction de la nouvelle école primaire et secondaire de New Carlisle, débutés en août, accueilleront leurs premiers élèves en janvier 2026. L'établissement de 3817 mètres carrés, pouvant recevoir 234 élèves, comprendra 15 locaux pédagogiques, un laboratoire scientifique, 2 salles d'art, un gymnase et des espaces communautaires. Ce projet de 30 millions de dollars, mené par Habitat Construction Matane, marque l'aboutissement d'un processus amorcé dans les années 1970. Pour la directrice chez McGuinness, cette école représente bien plus qu'un lieu d'apprentissage. Elle renforcera le sentiment d'appartenance à la communauté, offrant un gymnase central à la vie locale. Anne Logement construira 48 logements abordables à Sainte-Anne-des-Monts pour 15 millions de dollars, après avoir lancé un projet similaire de 32 logements à Gaspé. Destinés aux personnes âgées ou ayant des handicaps, ces appartements répondent à une pénurie estimée à une centaine de logements dans la municipalité. Le maire, Simon Deschênes, se félicite de cette initiative, qui complète d'autres projets en cours. La ville a acquis un terrain pour 425 000 $ pour faciliter la construction. Anne Logement, déjà actif à Gaspé, prévoit aussi des projets à Chandler et à New Richmond, renforçant l'offre de logements adaptés dans l'Est du Québec. La saison de pêche à la crevette au Québec, désormais terminée, est qualifiée de difficile, avec seulement 8 ou 9 bateaux actifs sur 37 permis. Les taux de capture se sont légèrement améliorés en fin de saison, surtout près de cette île, mais cela reflète un faible effort de pêche plutôt qu'une hausse des stocks. Pour répondre à la demande, les transformateurs ont dû importer de la crevette de Norvège. Le quota de 2024 s'élevait à 3060 tonnes et des relevés scientifiques sont attendus pour évaluer la biomasse. L'industrie anticipe d'autres saisons ardues, selon Patrice Vellement, de l'Office des pêcheurs de crevettes.
La direction du Bioparc de la Gaspésie a lancé la première phase d'un plan de développement ambitieux, grâce à une subvention de 3,4 millions de dollars du ministère du Tourisme. Les travaux incluent l'agrandissement du bâtiment de soins animaliers, le réaménagement de la volière, un nouvel habitat pour les loutres et des espaces pour caribous, renards et loups arctiques. Un pavillon pour exposition temporaire est également prévu. Ces travaux, retardés par la pandémie, s'achèveront au printemps 2026. La directrice générale, Marie-Josée Bernard, et le président, Serge Arsenault, soulignent l'importance de ce projet pour assurer l'évolution et la pérennité du bioparc. Le conseil municipal de Percé a renversé la semaine passée le veto du maire Daniel Leboeuf à une majorité de 7 contre 1, autorisant ainsi l'envoi d'une lettre à la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, et d'autres autorités. La lettre demande des clarifications sur un rapport de la Commission municipale du Québec concernant des dysfonctionnements de l'administration précédente. Le maire avait justifié son veto pour des raisons de forme et de fond. Le conseiller Michel Raille a salué le résultat comme une victoire pour la démocratie municipale. Ce vote marque une étape importante dans la gestion des affaires municipales de Percé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.